Bonjour à tous. Et si les clés du succès, au fond, n'avaient pas changé depuis un siècle? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui en explorant les leçons intemporelles d'un classique de la réussite. On va voir ce que ce texte peut encore nous apprendre dans notre vie de tous les jours, personnelle comme professionnelle. Et ça commence fort avec une idée assez percutante du philosophe Emerson. Le seul péché est la limitation. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, ça suggère que les vraies barrières, les plus solides, elles ne sont pas à l'extérieur, autour de nous. Non, elles sont bien à l'intérieur de notre esprit. Et c'est là que le texte nous met au défi. Et si, en fait, le plus grand obstacle au succès, c'était tout simplement un manque d'imagination? L'auteur va même plus loin. Il dit que l'inaction de l'esprit, c'est la chose la plus tragique, et en même temps la plus banale qui soit. Alors la question c'est, comment on fait pour briser ces chaînes? Alors justement, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, le premier grand principe est finalement assez simple. Le voyage vers le succès, il commence par l'esprit. C'est d'abord et avant tout une affaire intérieure. Tout se joue là-dedans. Imaginez un peu le truc. Le pouvoir d'une simple suggestion peut changer la destinée entière de quelqu'un. Un mot, une idée lancée comme ça et hop, ça peut être l'étincelle qui change tout. Le texte est très clair là-dessus. D'ailleurs, l'auteur nous donne un exemple frappant avec une anecdote très personnelle. Et cette histoire, c'est celle de son propre père, un fermier dont les ambitions, elles se limitaient à sa petite ferme. Et puis un jour, sa femme, en voyant son intérêt pour un dentier cassé, lui lance une idée. Tu pourrais fabriquer des dents comme celle-là. Une seule petite phrase. Mais cette phrase, elle a planté une graine qui a complètement transformé sa carrière et au final, le destin de toute sa famille. Ok, c'est bien beau tout ça, une suggestion peut nous élever. Mais alors, d'où viennent nos limitations à la base? L'auteur met le doigt sur un concept qu'il trouve super puissant, l'hérédité sociale. C'est quoi ça? C'est tout simplement l'ensemble des croyances, des superstitions, des idées qu'on absorbe de notre environnement, de notre famille, bien avant d'avoir l'âge de raison pour les questionner. Pour illustrer ça, l'auteur va chercher des exemples assez parlants dans le monde animal. Prenez la corneille domestiquée, elle finit toujours par retourner à l'état sauvage. Mais regardez le renard ou le chien, eux, ils peuvent être transformés par une seule, unique expérience forte. Une mauvaise rencontre avec une moufette pour le renard, un combat avec une poule pour le chien, et hop, le comportement est réécrit. La leçon derrière tout ça, c'est qu'une expérience vraiment intense peut complètement briser des années de conditionnement. Bon, on a pas mal parlé de ce qui se passe dans la tête. Maintenant, la question c'est comment on transforme tout ça en action concrète? Une fois que l'esprit est aligné, comment on agit dans le monde réel? Pour ça, l'auteur nous présente une loi qu'il juge absolument essentielle. Alors attention, le principe qu'il nous donne peut sembler un peu contre-intuitif au premier abord. En gros, il dit « rendez plus de services que ceux pour lesquels on vous paye ». L'idée, c'est qu'en faisant ça, très vite, on sera payé bien plus que pour les services qu'on offre. C'est la fameuse loi des rendements croissants. En fait, on ne travaille pas juste pour un salaire, on investit sur soi, sur son propre avenir. Et pour illustrer ça, il y a une histoire parfaite, celle d'un jeune dactylographe qui, de sa propre initiative, anticipe les besoins de son directeur. Il n'attend pas qu'on lui demande, il propose ses services. Et ce petit geste, qui va bien au-delà de sa fiche de poste, impressionne non seulement son chef, mais aussi un client important de passage. Résultat, une opportunité de carrière qui va changer sa vie. Ok, on a vu l'importance de maîtriser son esprit et d'agir avec initiative. Mais attention, le succès, c'est rarement une aventure qu'on mène seul. C'est pourquoi le texte nous emmène maintenant explorer la puissance vraiment exponentielle du collectif. L'idée est la suivante. Quand deux esprits ou plus travaillent ensemble, mais en parfaite harmonie, leurs forces ne s'additionnent pas, elles se multiplient. C'est comme s'ils créaient une troisième entité, un cerveau collectif, un esprit maître, comme l'appelle l'auteur. Et le mot absolument crucial ici, c'est harmonie. Pour qu'on comprenne bien, le livre nous montre deux scénarios complètement opposés. D'un côté, on a le conflit, l'énergie gaspillée, comme la bataille d'ego entre les industriels Carnegie et Frick, qui n'a mené à rien. De l'autre, on a la synergie, la puissance exponentielle de l'esprit maître, où l'énergie est décuplée. Et l'auteur ne s'arrête pas là. Pour lui, l'exemple ultime de ce principe, c'est rien de moins que la naissance des États-Unis. Il soutient que les signataires de la Déclaration d'indépendance, en travaillant ensemble dans un but commun et en harmonie, ont créé le plus puissant esprit maître de leur époque. C'est dire la portée du concept. Bon, tout ça, c'est très bien quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand les choses tournent mal, quand on fait face à un mur? C'est là qu'on arrive à la loi finale, et peut-être la plus cruciale de toutes. Une loi qui va complètement redéfinir notre vision de l'échec. Et voilà la phrase clé, la défaite temporaire n'est pas un échec. C'est une distinction qui change tout. Un revers, une difficulté, ce n'est qu'une étape sur le chemin. Ce n'est jamais la destination finale.
C'est une défaite, certes, mais le mot important, c'est temporaire. Et quand on y pense, l'histoire est pleine d'exemples de ça. Des triomphes qui sont nés de ce qui ressemblait à un échec cuisant. Socrate, condamné à mort, dont la philosophie a fondé la pensée occidentale. Christophe Colomb, mort en prison, dont l'échec a révélé un nouveau monde. Leurs défaites personnelles ont en réalité semé les graines de victoires incroyables pour tout le monde. Et c'est ça le point vraiment crucial. Les défis, l'adversité, ce ne sont pas juste des obstacles à franchir, non, ce sont des ingrédients nécessaires. C'est un peu comme l'engrais pour une plante. L'adversité vient nourrir la graine du succès qu'on a en soi. Elle la force à s'enraciner plus profondément et à devenir plus forte. Au final, toute cette philosophie nous laisse avec une question. Une question qui est à la fois intemporelle et finalement très personnelle. L'auteur croyait que chaque esprit contient une graine de succès. La question, ce n'est donc pas de savoir si on l'a, mais plutôt que fait-on concrètement chaque jour pour la faire grandir.